1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Deuxième partie. Chapitre 8, suite. Il y avait sur la table une boîte de cigarettes en argent. O'Brien, d'un air quelque peu absent, la poussa vers eux. Il en prit une lui-même, puis se leva et se mit à marcher lentement, de long en large, comme si, debout, il pouvait mieux réfléchir. C'étaient de très bonnes cigarettes, très épaisses et bien tassées, au papier d'une douceur soyeuse, non familière. O'Brien regarda encore sa montre bracelet. « Vous feriez mieux de retourner à l'office, Martin. Je tournerai le bouton du télécran dans un quart d'heure. Regardez bien les visages de ces camarades avant de vous en aller. Vous les reverrez, moi peut-être pas. » Les yeux noirs du petit homme, exactement comme il l'avait fait à la porte d'entrée, vacillèrent en regardant leur visage. Il classait leur aspect dans sa mémoire, mais il n'éprouvait pour eux aucun intérêt, ou du moins ne paraissait en éprouver aucun. Winston se dit qu'un visage synthétique était peut-être incapable de changer d'expression, sans parler ni faire aucune sorte de salutation. Martin se retira, en fermant silencieusement la porte derrière lui. O'Brien arpentait la pièce, une main dans la poche de sa combinaison noire, l'autre tenant sa cigarette. « Vous comprenez, dit-il, que vous lutterez dans l'obscurité. Vous serez toujours dans l'obscurité. Vous recevrez des ordres et y obéirez sans savoir pourquoi. Je vous enverrai plus tard un livre, dans lequel vous étudierez la vraie nature de la société dans laquelle nous vivons, et la tactique par laquelle nous la détruirons. Quand vous aurez lu ce livre, vous serez tout à fait membre de la fraternité. Mais entre les fins générales pour lesquelles nous luttons et les devoirs immédiats du moment, vous ne saurez jamais rien. Je vous dis que la fraternité existe, mais je ne peux vous dire si elle comprend 100 de membres ou 10 millions. Pour ce que vous en connaîtrez personnellement, vous ne serez jamais capable de dire si elle comprend même 12 de membres. Vous aurez des contacts avec 3 ou 4 personnes qui seront remplacées de temps en temps, au fur et à mesure de leur disparition. Comme ceci est votre premier contact, il sera maintenu. Les ordres que vous recevrez viendront de moi. Si nous jugeons nécessaire de communiquer avec vous, ce sera par l'entremise de Martin. Quand vous serez finalement pris, vous vous confesserez. C'est inévitable. Mais mis à part vos propres actes, vous aurez très peu à confesser. Vous ne pourrez trahir qu'une poignée de gens sans importance. Vous ne me trahirez probablement même pas. D'ici là, je serai peut-être mort, ou je serai devenu une personne différente, avec un visage différent. Il continuait à marcher de long en large sur le tapis épais. En dépit de sa corpulence, il y avait une grâce remarquable dans ses mouvements. Elle se manifestait même dans le geste avec lequel il mettait sa main dans sa poche, ou roulait une cigarette. Plus même que de face, il donnait une impression de sûreté de soi et d'intelligence teintée d'ironie. Quelle que pût être son ardeur, il n'avait rien du fanatique mu par une idée fixe. Quand il parlait de meurtre, de suicide, de maladies vénériennes, de membres amputés et de visages modifiés, c'était avec un léger accent de persiflage. C'est inévitable, semblait dire sa voix. C'est ce que nous devons faire sans fléchir. Mais ce n'est pas ce que nous ferons quand la vie vaudra de nouveau la peine d'être vécue. Une vague d'admiration, presque de dévotion à l'adresse d'O'Brien afflua en Winston. Il avait pour l'instant oublié la silhouette symbolique de Goldstein. Quand on regardait les épaules puissantes d'O'Brien et son visage aux traits grossiers, si laid et pourtant tellement civilisé, il était impossible de croire qu'il pourrait être défait. Il n'y avait pas de stratagème à la hauteur duquel il ne fût pas, de danger qu'il ne pût prévoir. Même Julia semblait impressionnée. Elle avait laissé tomber sa cigarette de sa bouche et écoutait attentivement. O'Brien poursuivit. « Vous devez avoir entendu des rumeurs sur l'existence de la fraternité. Sans doute vous en êtes-vous formé une image qui vous est personnelle. Vous avez probablement imaginé une puissante organisation clandestine de conspirateurs qui se rencontrent secrètement dans des caves, qui griffonnent des messages sur les murs,
qui se reconnaissent mutuellement par des mots de passe ou par des mouvements spéciaux de la main. Il n'existe rien de ce genre. Les membres de la fraternité n'ont aucun moyen de se reconnaître, et un membre ne peut connaître l'identité que de très peu d'autres. Goldstein lui-même, s'il tombait entre les mains de la police de la pensée, ne pourrait leur donner une liste complète des membres ou aucune information qui pourrait les amener à avoir une liste complète. Une telle liste n'existe pas. La fraternité ne peut être anéantie parce qu'elle n'est pas une organisation, dans le sens ordinaire du terme. Rien ne relie ses membres, sinon une idée qui est indestructible. Vous n'aurez jamais pour vous soutenir que cette idée. Vous n'aurez aucun camarade et aucun encouragement. À la fin, quand vous serez pris, vous ne recevrez aucune aide. Nous n'aidons jamais nos membres, jamais. S'il est absolument nécessaire que quelqu'un garde le silence, nous pouvons tout au plus introduire parfois en cachette une lame de rasoir dans la cellule d'un prisonnier. Il faudra vous habituer à vivre sans obtenir de résultats et sans espoir. Vous travaillerez un bout de temps, vous serez pris, vous vous confesserez et vous mourrez. Ce sont les seuls résultats que vous verrez jamais. Il n'y a aucune possibilité pour qu'un changement perceptible ait lieu pendant la durée de notre existence. Nous sommes des morts. Notre seule vie réelle est dans l'avenir. Nous prendrons part à cet avenir sous forme de poignées de poussière et d'esquilles d'os. Mais à quelle distance de nous peut être ce futur? Il est impossible de le savoir. Ce peut être 1 millier d'années. Actuellement, rien n'est possible, sauf d'étendre petit à petit la surface du jugement saint. Nous ne pouvons agir de concert. Nous pouvons seulement diffuser nos connaissances d'individu à individu, de génération en génération. En face de la police de la pensée, il n'y a pas d'autre voie. Il s'arrêta et regarda sa montre pour la 3e fois. « Il est presque temps que vous partiez, camarade, dit-il à Julia. Attendez, le carafon est encore à moitié plein. Il remplit les verres et prenant le sien par le pied, les leva. À quoi devons-nous boire cette fois, dit-il avec toujours la même légère teinte d'ironie. À la confusion de la police de la pensée, à la mort de Big Brother, à l'humanité, à l'avenir? Au passé, répondit Winston. Le passé est plus important, consentit O'Brien gravement. Ils vidèrent leurs verres, et un moment après, Julia se leva pour partir. O'Brien prit sur un secrétaire une petite boîte et tendit à Julia une tablette blanche et plate, qu'il lui dit de mettre sur sa langue. Il était important de ne pas sortir avec l'odeur de vin sur soi. Les employés de l'ascenseur étaient très observateurs. Sitôt que la porte se referma sur Julia, il sembla oublier son existence. Il fit encore quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta. « Il y a des détails à régler, dit-il. Je présume que vous avez un endroit quelconque où vous cachez. » Winston parla de la pièce qui était au-dessus de la boutique de M. Charrington. « Pour l'instant, cela suffira. Plus tard, nous arrangerons quelque chose d'autre pour vous. Il est important de changer fréquemment de cachette. Entre-temps, je vous enverrai un exemplaire du livre. » Même O'Brien, remarqua Winston, semblait prononcer ce mot comme s'il était en italique. Le livre de Goldstein, je veux dire, aussitôt que possible. Il faudra peut-être quelques jours pour que j'en obtienne un. Il n'en existe pas beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer. La police de la pensée les pourchasse et les détruit presque aussi rapidement que nous pouvons les sortir. Cela importe très peu. Le livre est indestructible. Si le dernier exemplaire était détruit, nous pourrions le reproduire presque mot pour mot. Apportez-vous une serviette pour travailler? En général, oui. Comment est-elle? Noire, très usée, à 2 courroies. Noire, 2 courroies, très usées. Bon, un jour proche, je ne peux vous donner de date, un des messages que l'on vous envoie pour votre travail contiendra un matin une coquille, et vous aurez à réclamer une autre copie. Le lendemain, vous irez travailler sans votre serviette. À un moment de la journée, dans la rue, un homme vous touchera le bras et vous dira « Je crois que vous avez laissé tomber votre serviette ». Celle qu'il vous donnera contiendra un exemplaire du livre de Goldstein. Vous le retournerez avant 14 jours. Ils gardèrent un moment le silence. « Il reste encore 2 minutes avant que vous ayez à partir, » dit O'Brien. « Nous nous rencontrerons encore, si nous devons nous rencontrer. » Winston leva vers lui les yeux. « Là où il n'y a plus de ténèbres, continua-t-il en hésitant.
O'Brien acquiesça sans manifester de surprise. Là où il n'y a plus de ténèbres, répéta-t-il, comme s'il avait reconnu l'allusion. Et entre-temps, y a-t-il quelque chose que vous désireriez dire avant de partir? Un message, une question? Winston réfléchit. Il ne semblait pas y avoir d'autres questions qu'il voulût poser. Encore moins sentait-il le désir d'émettre des généralités ronflantes. Au lieu de penser à quelque chose qui se rapporterait directement à O'Brien ou à la fraternité, il lui vint à l'esprit une sorte de tableau composite de la sombre chambre dans laquelle sa mère avait passé ses derniers jours, de la petite pièce au-dessus du magasin de M. Charrington, du presse-papier de verre et de la gravure sur acier dans son cadre de bois rosé. Presque au hasard, il dit « Avez-vous jamais entendu une vieille chanson qui commence ainsi ? Orange et citron disent les cloches de Saint-Clément. » O'Brien acquiesça avec une sorte de courtoisie grave. Il répéta la strophe. « Orange et citron disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois 3 farthings, disent les cloches de Saint-Martin. Quand me paieras-tu, disent les cloches du vieux Bailey. Quand je serai riche, disent les cloches de Shoreditch. » Vous saviez la dernière ligne, dit Winston. Oui, je savais la dernière ligne. Et maintenant, je crois qu'il est temps que vous partiez. Vous feriez mieux de me laisser vous donner une de ces tablettes. Quand Winston se leva, O'Brien tendit la main. Sa poigne puissante serra la main de Winston jusqu'aux os. À la porte, Winston se retourna, mais O'Brien semblait déjà en train de le rejeter de son esprit. Il attendait, sa main sur le bouton qui commandait le télécran. Winston put voir dans le fond de la table à écrire avec sa lampe à abat-jour vert, le phonoscript et les corbeilles à télégrammes bourrées de papier. L'incident était clos. Dans 30 secondes, se dit-il, O'Brien aurait repris, pour le service du parti, son important travail interrompu.